chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Les chaussettes dépareillées papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Merci à tous de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux sur notre radio locale. Je suis Mel Poina, fondatrice du blog Suivez le Zèbre, un blog dédié à la neurodiversité. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission en live sur notre compte Instagram Suivez le Zèbre. Pour animer cette émission, je serai accompagnée par la solaire Déborah. Comment ça va, Deb, aujourd'hui ? Ça va, merci Mel, et toi ? Eh ben écoute, ça va un petit peu stresser pour ce premier plateau, d'autant qu'on a une petite annonce à vous faire. Nous serons accompagnés ce soir par Oriane et Guillaume, l'équipe de TF1, deux grands reportages qui réalisent une émission spéciale sur le HPI, thème de cette première émission sur la neurodiversité. Alors, la neurodiversité, c'est quoi ? Eh ben, je vais profiter de nos invités d'exception pour répondre à cette question. Bienvenue Candice qui est mandataire indépendante dans l'immobilier chez IAD dans le secteur chambérien. Ravie, Candice, de t'accueillir sur ce plateau de Radio Grand Lac. Merci Mel pour l'invitation et ravie d'être avec vous sur la radio. Et pour être là, pour répondre à toutes vos questions, le neuropsychologue spécialisé dans le haut potentiel, Jean-François Brou, merci d'être là. Merci Mélanie de l'invitation. Petite précision, je suis pas neuropsychologue, je suis psychologue clinicien. Merci pour la précision. Attention, et spécialisé dans le MDR également. Et pour t'accompagner, Jean-François, une invitée toute spéciale ce soir, puisque nous avons Léonie. Bonsoir Léonie. Bonsoir. Léonie, 11 ans et demi, qui est HPI et qui va témoigner ce soir avec nous pour les enfants. Alors Jean-François, est-ce qu'on peut te demander, la neurodiversité, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on englobe rapidement pour égayer nos auditeurs ? Déjà, je réfléchis parce que neurodiversité, c'est c'est toute la question, la difficulté des dénominations. Moi, j'utilise neurodiversité ou neuroatypisme. Ça va être quelque chose qui va, au niveau du cerveau, pour le faire rapidement, différencier les personnes qui ont ces particularités d'autres personnes. Donc, ça va donner des fonctionnements un peu particuliers dont on va parler un peu plus en détail, je pense. Tout à fait. Donc, cette année, sur cette émission de la neurodiversité, on va aborder plusieurs thèmes. Le haut potentiel intellectuel qui devient un vrai sujet de société, donc sera le thème de cette première émission. Nous parlerons dans le reste de l'année avec toi, Dave, également du TDAH. Donc aujourd'hui, on a un petit doute sur le H. TDA, c'est quoi ? Le trouble du déficit de l'attention. Nous évoquerons aussi les dysgraphies, dyscalculie, dysorthographie. Nous parlerons également de l'autisme, trouble du spectre autistique et enfin de l'hypersensibilité. Mais démarrons tout de suite avec ce haut potentiel intellectuel qui questionne, on en fait même des séries télé. Aujourd'hui, le sujet anime. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les caractéristiques aujourd'hui du haut potentiel intellectuel ? Sur quels signes vous vous accordez en tant que psychologue, donc clinicien, pour définir ces personnes identifiées au potentiel intellectuel ? Déjà, vaste question. Ceci pour dire que c'est pas simple. C'est une question complexe. On va prendre deux choses en fait pour identifier une personne HPI. On va regarder à la fois ce qu'on appelle les signes cliniques, je vais revenir sur ça, et le fameux test en fait de QI, qui est ce que sont les tests de Wechsler. Il y en a 3 pour les tout petits, les ados, les enfants ados, et puis pour les adultes. Donc concernant les signes cliniques, donc moi dans ma partie professionnelle, c'est ce que je vais observer au cours d'un ou plusieurs entretiens, ce que va dire la personne en fait de sa vie, de ce qu'elle va évoquer, de ses difficultés. Alors ce qu'on va retrouver très souvent, ça va être des choses autour de alors on part d'hypersensibilité, à nouveau la difficulté des termes, est-ce que c'est hypersensibilité ? En tout cas, il y a un écart à la norme, donc il y a une sensibilité particulière au monde. Est-ce qu'on pourrait appeler cette hypersensibilité une sorte d'hyperconscience ? Pour pas justement peut-être brouiller un petit peu les auditeurs, est-ce que c'est une conscience surdéveloppée ? Parce que souvent quand on pense hypersensibilité, et ce sera un des thèmes que vous retrouverez sur votre radio préférée dans quelques semaines, l'hypersensibilité, on l'associe souvent aux émotions, à ces émotions débordantes, presque qu'on maîtrise mal. Est-ce que finalement le haut potentiel du coup serait un hypersensible, ou est-ce que c'est plutôt une conscience un petit peu exacerbée, une capacité à faire des liens, à voir des choses que les autres potentiellement ne voient pas ou voient moins, ou peut-être plus tard, ou il leur faut plus de temps ?
Il y a les deux. Déjà, à nouveau, complexité des termes, hypersensibilité. On a longtemps associé le HPI à justement à une forme de sensibilité exacerbée. Les études aujourd'hui, notamment celles menées par Nicolas Gauvry et d'autres, montrent qu'en fait, il n'y aurait pas a priori plus d'hypersensibilité chez les personnes HPI. Dans la population générale, il y a à peu près 10 à 15% de personnes qui ont ce qu'on appelle une sensibilité exacerbée. C'est plus une question du rapport à la norme. Mais cliniquement, par contre, c'est vrai, et ça, c'est toute la difficulté, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est à la fois passionnant et difficile à définir encore aujourd'hui. Cliniquement, dans les gens que je reçois, effectivement, il y a souvent une plus grande sensibilité chez les personnes. Donc là, bon, il y a encore des champs à creuser. Et l'autre point, ça va être ce qu'on appelle, autour de l'hypersensibilité, plutôt ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Et l'hyperesthésie, c'est un champ qui est extrêmement important. C'est les fameux qui sont évoqués par Jeanne Siofachin. C'est les fameux, par exemple, sensibilité aux étiquettes. Ça gratte. Ça va être les matières qui sont insupportables à porter. Ça va être, donc Léonie, tout ça pour en témoigner tout à l'heure, c'est toutes les choses qui vraiment vont venir être insupportables. Parce que ce sont des matières ou des sons. Ou alors les petits bruits de bouche. Les trucs comme ça. Ça, c'est insupportable. Typiquement, Léonie, c'est quelque chose avec lequel elle a beaucoup de mal. Donc, hypersensibilité, il y a tout ça. Et puis, la question que tu posais, c'était, excuse-moi, tu utilisais un terme, parce qu'en fait, on n'est pas sur le même exactement. Moi, voilà, le terme d'hyperlucidité. Ouais. Plutôt que l'hyperconscience. Plutôt que l'hyperconscience. Donc toi, tu parlerais plutôt d'hyperlucidité comme premier signe, on va dire, évocateur de ces enfants, ces ados et même ces adultes au potentiel. Ouais. Puisque Jean-François, quand on est HPI, on meurt HPI. Le HPI, c'est un fonctionnement cérébral. Donc on est d'accord que... il n'y a pas de mutation en cours de route. On est comme ça et on vit toute sa vie avec ce cerveau atypique qu'est le haut potentiel intellectuel. Et oui, tout à fait. Là, tu soulèves quelque chose qui est vraiment important. Parce qu'avant, on parlait de précocité, par exemple, pour les enfants. On disait c'est un enfant précoce. Mais c'était quelque part avec l'idée derrière que, à un moment, il sera plus en avance sur son temps, puis il deviendra un adulte normal. En fait, non. C'est vraiment, et là, les études, là aussi, certaines études comme celle d'Olivier Revol et Nussbaum, montrent vraiment, donc c'est une étude qui a été menée à Lyon il y a quelques années, 2019, je crois, de mémoire. Ils ont pris à peu près 80 enfants et ils ont regardé avec des études, avec des IRM en fait qu'ils ont fait passer. Donc il y avait un groupe contrôle, le truc classique, et on a vu qu'effectivement il y a vraiment un fonctionnement au niveau du cerveau qui était différent. Et ça c'est une première. On a vraiment la preuve en fait qu'il y a un fonctionnement différent. Et dans le temps effectivement, quelqu'un qui est avec un cerveau comme ça, il va pas changer son cerveau. Donc il va continuer à fonctionner comme ça. Donc, et juste, je me permets. Oui, bien sûr. Parce qu'on était parti sur la question de hyperconscience et hyperlucidité. Et ça effectivement c'est un des signes qui pour moi va être majeur, c'est comment dire, cette sensibilité au monde. Voilà, on revient sur le terme de sensibilité, mais sur ces questions existentielles, sur ce rapport à vraiment très au clair, mais pas toujours de manière confortable, loin de là, sur ce qui se passe dans le monde. L'exemple classique, ça va être bien évidemment le changement climatique actuel. La plupart des gens, c'est bien normal, vont plutôt dans le déni, voilà, ou le climato-scepticisme, ce qu'on veut. Mais les personnes HP, souvent, moi j'en ai beaucoup, en tout cas des personnes qui viennent me voir. Je pense que tu pourras en témoigner également de ton côté. C'est la sensation que le monde change et le voir vraiment. Et la difficulté à se mettre des œillères, à se dire non, en fait, c'est pas grave, ça va passer, la science va. Non, aujourd'hui, il y a une urgence, il y a du danger. Et c'est ça, pour moi, l'hyperlucidité. Donc, il y a une espèce de vision, en fait, cette capacité à anticiper, à comprendre les enjeux au niveau sociétal et de manière générale à 360 sur une vision globale. Candice, c'est un sujet qui doit te parler. Toi, tu as été détectée à l'âge adulte, donc sur le tard. Donc, quand tu étais petite, enfant, ou à l'âge de Léonie, par exemple, tu ne savais pas que tu étais HPI. Quels sont les signes, toi? Qu'est-ce qui t'a fait tilt quand tu étais adulte pour te dire j'ose passer la porte d'un cabinet chez un psychologue pour passer ce fameux test du Waze, donc qui identifie les personnes HPI? C'est quoi, toi, les signes un petit peu où tu t'es dit et si en fait moi aussi je faisais partie de ces personnes à haut potentiel? J'ai envie de dire les autres. Ok. Déjà parce que je me suis plus ou moins toujours sentie différente. Pas forcément intégrée à la société, que ce soit à l'école, dès la maternelle. Sentiment de décalage? Voilà, en décalage complètement. Et en rencontrant plus tard des personnes, déjà juste en discutant avec ma famille finalement, c'est ma maman l'a su finalement avant moi et j'en reparlais avec elle du coup au moment de la préparation de l'émission. Elle m'a dit mais à 3 ans, 4 ans, je voyais dans tes yeux
ça pétillait. Tu t'intéressais à tout le temps. T'avais envie de tout savoir, tout comprendre, tout aller chercher, et toujours plus loin, toujours plus de questions. Donc ça l'avait mis sur la piste de quelque chose. Elle savait pas forcément quoi. On n'était pas forcément orienté. Et puis on parlait aussi d'hyperlucidité par rapport au monde. Et en fait, je m'en souvenais pas du tout. Et à 5 ans, je posais plein de questions sur la mort. J'avais peur de rentrer dans les tunnels, de peur d'avoir la mort au bout. Ah, la mort au bout du tunnel. C'est vrai qu'il y a cette image, cette symbolique qu'on utilise toujours. Donc toi, Candice, en fait, quand t'étais petite, t'étais quelqu'un de très curieux. Oui. La curiosité, Jean-François, est-ce que c'est du coup une des caractéristiques qu'on peut associer à ces enfants, à ces ados à haut potentiel? Une curiosité, tous les enfants... Bon, j'aime pas, c'est tous les enfants, c'est ces trucs un peu dans du commun là, mais on va dire que un enfant à haut potentiel, il a une curiosité qui est plus intense que les enfants de son âge. Oui, c'est vraiment une des caractéristiques essentielles. Tu as raison, c'est-à-dire que tous les enfants, bien sûr, ont l'envie de découvrir le monde. Mais chez les enfants HP, il va y avoir quelque chose de plus, il va y avoir comme une soif, quelque chose qui est insatiable, quelque chose vraiment comme un verre à remplir, et à l'inverse, si c'est pas comblé, il y a une souffrance. Et ça, c'est vraiment important. Léonie, du coup, toi, quand Candice, elle évoque cette curiosité, ses yeux qui pétillent quand elle était enfant, quand Jean-François parle de cette curiosité insatiable, est-ce que toi, tu te retrouves là-dedans ? Alors, ça dépend. En fait, il y a plein de sujets où je m'intéresse pas du tout, des sujets où je m'intéresse vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces sujets qui te passionnent ? En ce moment, c'est plutôt les chiens ou la crise climatique. D'accord. Ah oui, donc des sujets très divers et variés. Oui, et sur la crise... à tout. Et tu as bien raison. Et sur la crise climatique, comment ça va se traduire chez toi ? Est-ce que tu lis des livres ? Est-ce que tu vas voir des conférences ? Est-ce que tu participes à des ateliers ? Comment ton intérêt se passe sur ces sujets-là ? Dernièrement, il y a eu le week-end Livre en Marche. Et il y avait une invitée, Camille Etienne, Gaspard Koenig, Salomé Saké. Et du coup, je suis allée la voir. Ouais, ça t'a plu ? C'est déboussolant. C'est déboussolant, carrément. Et puis, en fait, je m'étais fait une semaine assez climatique parce qu'avant, j'étais allée voir aussi 2 conférences, Heidi Sevestre et je sais plus comment elle s'appelait l'autre, mais voilà, 2 conférences. Et toi, quand on parle de cette crise climatique, du haut de tes 11 ans, qu'est-ce que t'en penses ? En fait, ça dépend. Des fois, je me sens complètement impuissante, mais des fois, j'ai l'impression que je dois faire plein de choses. Mais heureusement, et on croit cette nouvelle génération qui va faire plein de choses. Candice, c'est vrai, on parle d'un sujet qui est la neurodiversité, mais ces sujets de crise climatique, ça a effectivement un impact au quotidien sur ces personnes à haut potentiel qui ont tendance à avoir cette anticipation, qui se rendent compte de la réalité. Je vous rappelle qu'on est quand même le 4 octobre, que dans notre région savoyarde, il fait 24 degrés. Oriane, qui est là pour TF1, vient de me dire qu'il faisait 29 degrés à Aix-en-Provence. Donc c'est sûr qu'on est en alerte par rapport à ça. Quand Léonie parlait, Candice, je te voyais faire oui de la tête. Pareil, ces sujets sociétaux importants, c'est des choses qui te parlent, qui peuvent créer de l'angoisse ou de l'anxiété aussi quand on est au potentiel intellectuel. C'est-à-dire que est-ce qu'on anticipe ce scénario catastrophe ou est-ce qu'on a les capacités de se dire que l'être humain a les ressources pour aller contre ? Est-ce que quand on est HPI, on a cette réflexion-là ? Alors, je pense que déjà, chacun réagit assez différemment et a chacun sa propre réflexion sur ce sujet. De mon côté, ça me crée de très grosses angoisses parce que, comme le disait Léonie, on se sent parfois impuissant et puis on se dit d'un coup, tiens, je vais pouvoir faire ça, et on y va à fond, à 2000%, avec tout notre potentiel. Et puis, finalement, est-ce qu'on a fait vraiment notre part du colibri ? C'est toujours le petit sujet et on revient dans l'angoisse de est-ce que j'ai fait assez ? Est-ce que c'était suffisant ? Comment je pourrais faire plus ? Et on navigue comme ça dans ces eaux un petit peu troubles. Et moi, ça me crée beaucoup d'angoisse et beaucoup de charge mentale finalement autour de tout ce que j'ai à vivre et à accomplir, si je peux utiliser ce mot, pour ma vie d'adulte. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est très intéressant parce que ce qu'on appelle l'anxiété climatique, on va l'appeler éco-anxiété ou solastalgie. Dans la définition, en fait, qui est prise d'un point de vue médical, c'est un trouble. C'est considéré comme un trouble. Et justement, ça montre bien que y a déjà là une forme de déni. Les personnes qui vont être HP, en fait, c'est pas un trouble, c'est une conscience de ce qui se passe réellement. Mais le fait qu'ils soient en minorité et qu'ils justement expriment leur mal-être, on va dire maintenant c'est un trouble.
Vous voyez un petit peu l'écart déjà qui est en train de se jouer à ce niveau-là? Oui, tout à fait, Jean-François. Et puis c'est vrai qu'un chiffre qu'on n'a pas donné dans cette émission, puisque ces HPI, combien sont-ils dans la population? Jean-François, tu nous dis, finalement, ils sont en minorité. Alors combien dans notre pays, en France, il y aurait de HPI? Eh ben, selon, encore une fois, les psychologues cliniciens, les HPI seraient 2,3%, donc représenteraient 2,3% de la population. Et effectivement, un chiffre qui est relativement faible, c'est-à-dire 2 personnes sur 100. Jean-François, ce chiffre, personnellement, t'en penses quoi? T'es d'accord? Toi, c'est vrai que tu reçois des personnes qui sont en recherche de questions, donc qui potentiellement, s'ils viennent consulter, c'est qu'ils cherchent des réponses. Souvent, la réponse des psychologues, c'est ces HPI-là, c'est un type particulier de HPI, puisque c'est des HPI qui, entre guillemets, sont en mal-être, ce qui a créé un peu un cliché en France. Les HPI vont mal, puisqu'ils sont tous chez les psys. J'exagère, évidemment. Ce n'est pas le cas, rassurez-vous, on peut être HPI et très bien trouver sa place dans la société. Mais effectivement, quand on passe la porte d'un cabinet de psychologie, en général, c'est qu'on cherche des réponses. Donc ce chiffre de 2,3%, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis forcément biaisé, comme tu l'as dit, donc je peux pas répondre. Ça paraît très peu. Moi, dans les gens que je reçois, oui, il y en a peut-être 30 ou 40%. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, faut bien voir que d'abord, c'est d'abord une ressource, l'HPI. C'est-à-dire que je pense quand même que la plupart des gens HPI vont bien. Ça, c'est super important à dire. Même les enfants, adultes, la plupart vont bien. Et ceux que moi je vais recevoir, effectivement, c'est des gens qui peuvent être dans des crises existentielles ou des moments de questionnement profond ou qui sont face à des choses comme ce qu'on voit aujourd'hui, l'impuissance évoquée, Candice et Léonie. Donc, question c'est, et là, du coup, on est sur un point de vue plus psy. De manière générale, n'importe qui peut se poser des questions sur l'impuissance. Mais par contre, chez les personnes HPI, ça va être encore plus intense. Donc, on va essayer de décrypter un peu les choses. Donc, est-ce qu'il y en a plus que 2,2% de la population, 2,3%? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien parce que faudrait faire une étude plus large. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, tu évoquais tout à l'heure, il y a une série télé, qui évoque le sujet. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui devient, c'est bien, on en parle, et en même temps, c'est à la mode. Donc, si c'est à la mode, c'est-à-dire que plein de gens vont se reconnaître là-dedans. C'est comme, je pense que je te fais une petite transition, ce qu'on appelle le HPE, voilà, le fameux HPE, dans lequel beaucoup de gens se retrouvent, mais qui en fait ne veut rien dire. Mais ça revient à ce qu'on doit évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport à la norme. On est sur ça. Donc, je sais pas si j'ai répondu un petit peu à ta question. Si, t'as répondu. Et moi, tu vois, quand je t'écoute parler, tout de suite, je fais un lien. Ces HPI, on a compris qu'ils sont curieux, qu'ils se posent des questions, qu'ils sont sensibles à leur environnement, avec une capacité d'anticiper une vision à 360 degrés. On sait aussi que ces HPI, une des choses qui les représente, c'est leur capacité d'apprentissage, ces facilités d'acquisition qu'ils ont au quotidien. Donc moi, je me dis, finalement, le chiffre 2,3%, 5%, peu importe, je pense que c'est pas ce qui compte dans cette émission papote autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac, mais on peut peut-être faire un lien avec cette hyper-lucidité, comme tu l'appelles, et cette capacité à se poser des questions, à remettre tout en question. Oui. Alors peut-être que ces HPI, comme ils remettent tout en question, et notamment se remettent en question, ils ont plus de facilité à pousser la porte des cabinets, des psychologues. Ça dépend lesquels. Ouais, c'est possible. Juste une chose par rapport à ce que tu dis, ce qui est important, ce qu'on trouve souvent dans les demandes de consultation, et ça en lien avec le chiffre de 2,3, c'est le sentiment de décalage. Et ce décalage, c'est vraiment, je pense autrement, je pense d'une certaine manière dans un monde où tout le monde me dit qu'en fait, t'as pas à penser comme ça, ou tu nous embêtes, ou retourne. C'est vraiment ça, c'est très important. Et donc c'est ça aussi l'hyperlucidité. C'est vraiment un sentiment de décalage. Moi, c'est un des signes cliniques que je vais aussi essayer d'identifier chez les gens pour faire une identification. Ok, c'est hyper intéressant cette pensée out of the box, c'est-à-dire ne pas penser comme tout le monde. Ça aussi, on peut l'ajouter aux caractéristiques des personnes HPI ? Absolument. Ouais. Je vous propose de passer sur le fameux test, celui qui détecte et identifie les personnes à haut potentiel. Si on doit donner rapidement une définition du haut potentiel intellectuel, en France, en respectant du coup la notion des psychologues, c'est une personne qui, au test du WAIS, a 130 de QI, ce fameux QI qui déchaîne les passions en France qu'on a tendance à assimiler à l'élite. Candice, tu es là avec nous sur le plateau, tu as passé le test du WAIS à l'âge adulte, c'était il y a 3 ans. Comment t'as vécu ce passage du test du WAIS ? Pourquoi t'as osé passer la porte d'un cabinet ? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie ? Beaucoup de questions en peu de temps. C'est à toi, on t'écoute. On va essayer de faire plein de réponses alors. Déjà, comme je disais tout à l'heure, toujours senti un petit peu ce décalage et c'est resté
à l'âge adulte, en licence, toujours en décalage par rapport à l'école. Qu'est-ce que je fais là finalement ? Comment je vais évoluer dans ma vie d'adulte ? Par rapport aux autres élèves, aux autres étudiants ? Oui, et finalement, dans la j'étais société plutôt bonne élève, mais j'avais pas envie d'autres études. Donc, on me poussait à aller vers des hautes études, à continuer sur un master, etc. Et j'avais pas envie. J'avais envie de travailler, j'avais envie d'aller toucher du concret, de pourquoi je fais ça finalement, et pas rester dans l'abstrait des études. Dans la théorie. Dans la théorie. Donc, j'ai eu une révélation un jour. J'ai rencontré Mélanie. Et elle a, quand tu as parlé ouvertement du haut potentiel et de ton livre avec nous, finalement, c'est même pas moi qui ai réagi en premier, c'est des proches qui étaient dans la classe et qui m'ont dit, mais en fait, Candice, réfléchis-y. Et moi, je réfléchissais plutôt à l'hypersensibilité de mon côté à l'époque. Je parlais pas du tout de haut potentiel, je me reconnaissais pas dans cette élite qu'on allait chercher. Pour moi, j'avais pas de grandes choses à accomplir. J'étais pas au-dessus des autres. Par contre, j'avais une très grande sensibilité au monde et plein de questions dans ma tête. Et finalement, je me suis dit, comment je peux assimiler tout ça ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour comprendre finalement qui je suis et comment je fonctionne ? Et lorsque j'ai passé la porte du cabinet de Monsieur Brou, pareil, il a su tout de suite m'expliquer que ce test, au-delà d'être un test, c'est avant tout une manière de comprendre comment on réagit, à quelle situation, comment, et finalement mieux se comprendre et mieux comprendre ses excès de colère, ses angoisses, ses impressions de décalage. Et j'ai pas fait ce test pour qu'on me dise tu fais partie de l'élite, tu as plus de 130 de QI. J'ai fait ce test pour comprendre comment je fonctionnais et comment j'allais pouvoir appréhender le monde avec cette particularité. Merci beaucoup Candice, je pense qu'effectivement c'est une excellente raison. Jean-François, ce test du WAIS, donc ce test de QI où on évalue les capacités des personnes, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, il y a un... Comment dire ? 1, 2, 3. Ça pose la question, en fait, je réfléchis parce qu'à nouveau, c'est une question complexe, ça pose la question de l'évaluation de l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence. Donc encore aujourd'hui, on n'est toujours pas tous d'accord sur ce qu'est l'intelligence, il y a beaucoup de débats sur ça. Il se trouve que ce qu'on a aujourd'hui comme outil, qui est basé sur une certaine théorie, ce sont les tests dits de Wechsler. Donc c'est quelqu'un qui a mis en forme à partir d'une théorie qui est solide, une théorie autour de ce qu'on appelle le facteur G, l'intelligence générale. Et il y a 3 types de tests. Enfin, il y a 3 tests. Pardon, non, c'est justement, ce n'est pas 3 types. Ce sont 3 tests, mais basés sur le même principe d'évaluation. Il y en a un qui est pour les petits, on va appeler la WIPSI. On va en avoir un qui est de 6 ans à peu près, jusqu'à 16 ans, on va dire, qu'on appelle la WISC, 5e version aujourd'hui. Et ensuite, pour les adultes, la fameuse VICE. Ce qui veut dire, Jean-François, que Léonie, qui est sur ce plateau, et Candice n'ont pas passé le même test. Léonie a passé donc le WISC pour les enfants de 6 à 16 ans. Et Candice, toi, tu as passé le WAIS. Donc c'est exactement ça. Au-dessus de 17 ans. Oui, tout à fait. Alors, ils n'ont pas passé le même test, mais par contre, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va avoir dans le test des choses qui vont venir évaluer, par exemple, la mémoire de travail. Donc là, donc c'est pas un scoop, donc ça je peux le dire, je révèle rien du test, on va avoir des choses autour de mémorisation de chiffres, on va dire. Donc ça c'est vraiment, on le sait, du coup dans la théorie fameuse dont je parlais tout à l'heure, on sait qu'on peut évaluer de manière assez forte la capacité en mémoire de travail autour de ce subtest-là. Donc voilà, et donc elles ont passé par exemple quelque chose autour de la mémoire de travail, autour de la vitesse de traitement d'information, de ce qu'on appelle la compréhension verbale, et ça c'est le rapport au monde, c'est le rapport au concept, c'est la capacité de faire des liens. Et donc ça on le retrouve vraiment dans les deux. Typiquement c'est par exemple, là aussi j'ai un exemple mais qui est pas un scoop, qui est connu, c'est en quoi, je sais pas moi, tomates et carottes se ressemblent. Et là c'est intéressant parce que là on rejoint l'aspect clinique, c'est-à-dire que tomates et carottes, ce sont des légumes, d'accord. La plupart des gens vont dire bah oui, ce sont des légumes, point. Une personne qui est HPI justement, elle va se dire mais purée, c'est trop simple. Ça va pas. C'est pas que ça. Il y a un truc, il y a un piège. Donc elle va réfléchir. Tomates et carottes, c'est rond. On peut les peler toutes les deux, non. Puis ça cogite. Et pendant ce temps-là, est-ce que je fais bien ? Est-ce que je suis dans le temps ? Est-ce que tout ça ? Et blablabla. Et ça, c'est un des facteurs qui est extrêmement important à évaluer. Et moi, justement, dans mon job à moi, ça va être d'observer ça
cliniquement, de voir qu'on a cette fameuse hypersensibilité là qui se déploie. Cette hyperlucidité. Voilà, hyperlucidité sur le monde, sur son rapport aux carottes, aux tomates, et sur ce que je suis en train de dire, une bêtise ou pas, etc. Et je me dois dans mon truc et je suis nul et le test il est cuit. Ok. Donc l'objectif à moi, à prendre un psycho, c'est non, tout va bien. Pensez tranquillement, hein, je pense que ça parle à nos deux invités. Tranquillement, on revient, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. D'accord. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir justement des 10, et on en reparlera dans les semaines qui arrivent, par exemple, est-ce qu'une personne qui est HPI et qui a un TDA, donc un trouble du déficit de l'attention, peut entre guillemets sous-performer dans ce test, donc du WISC ou du WAIS, suite à un TDA ou même à une dyslexie ou à une dyscalculie ou une dysorthographie? Oui, absolument. C'est pour ça que l'entretien clinique va servir à établir un petit peu, de voir s'il y a des choses. Alors, on peut pas toujours le détecter, on est bien d'accord. Moi, personnellement, lorsque j'ai un doute sur des choses comme ça, comme je ne suis pas neuropsy, comme je disais tout à l'heure, je renvoie sur un ou une consoeur confrère qui va faire une évaluation plus approfondie sur justement tout ce qui va être TDA ou 10 autres. Si j'ai le moindre doute, voilà. Alors, j'ai une certaine expérience maintenant, je peux arriver à me détecter, mais pour aller plus loin, je ferai plutôt ça aujourd'hui. Mais de toute façon, effectivement, dans les tests de Fechler, on voit tout à fait une chute au niveau de ce qu'on appelle la vitesse de traitement, par exemple. Voilà, on va voir. Il y a des indices donc qui montrent. Oui, tout à fait. Ouais. Léonie, ça s'est bien passé, toi, le passage de ce test, de ce WISC? Tu l'as passé il y a longtemps? Alors, je l'ai passé 2 fois. D'accord. Une fois quand j'étais vraiment petite, je me rappelle plus ça. Ok. Et une fois il y a à peu près 6 mois, je pense. Et comment tu l'as abordé ce test? Est-ce que tu l'as pris un peu comme un jeu, comme un challenge? Est-ce que tu avais des attentes à 11 ans? Enfin, 10, 11 ans par rapport déjà, à ce test? Mon père, il est psychologue. C'est pas comme s'il était menuisier. Oui, c'est vrai que ça aide. J'ai plus de connaissances sur le HPI, je dirais. Ok. Alors forcément, j'avais des a priori de ce que c'était quand même. Mais sinon, je l'ai abordé plutôt comme un jeu. Ok. Et je savais déjà ce que c'était, donc j'avais déjà passé. Donc pas de stress, pas d'angoisse par rapport à ce test. Oui, vas-y. Pardon. Déjà, c'était dans mon camping-car. Donc on va dire que c'était dans les conditions idéales. Oui, T'étais voilà, dans le j'étais bien chez moi. camping-car, bien, tranquille. J'étais chez moi, tranquille. Comme c'est papa qui me passait le test, il y avait aussi un autre psychologue que papa connaît bien. D'accord. Donc t'avais 2 psychologues rien que pour toi. Oui, voilà. Ok. Et c'était bien, c'est juste un peu dur et il y a le cerveau qui chauffe. Il y a le cerveau qui chauffe à la fin. Candice valide encore de la tête? Ouais, je valide. Il chauffe et puis j'ai eu l'impression de tout donner pendant ce test et après de me dire mais c'est pas possible, j'ai été nulle. Ouais, en gros j'ai raté quoi. J'ai raté quelque chose alors que pas du tout, on rate rien du tout et il y a rien à perdre finalement dans ce test. Et il y a des exercices du test où je sais que j'ai des difficultés que je voyais déjà à l'école sur ces sujets-là. Donc quand j'ai vu ces tests arriver, je me suis décomposée. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai encore tout raté. Et ça a été un grand moment de stress et à la fois de libération ensuite. D'accord. Dave, je sais que t'hésites à passer le test. Là, on a quand même un plateau de rêve, un plateau de choix. Tu as Jean-François en face de toi, Léonie, Candice, et un plateau familial, parce que vous l'avez compris, dans cette émission, on se connaît tous personnellement, ce qui facilite aussi les échanges en plateau. Dave, toi, quels sont encore les freins que tu rencontres à potentiellement passer ce test du WAIS? On travaille ensemble depuis 1 an. La neurodiversité, c'est un sujet que tu commences à connaître par cœur. Le HPI, tu as écrit dessus. D'ailleurs, tu nous présenteras dans quelques minutes la bibliothèque des chaussettes, ton choix de livre à nous présenter sur le haut potentiel intellectuel. Quels sont encore tes doutes, tes freins par rapport à ce test du WAIS? En soi, je me dis pas que c'est un test où derrière je vais forcément avoir la grande réponse à toutes mes questions. Ce sera surtout pour m'aider à mieux me connaître et à mieux appréhender la vie de tous les jours. Le principal frein pour moi, c'est honnêtement le coût du test, qui est quand même relativement encore assez élevé, qui me permet, en tant que jeune entrepreneuse, qui ne me permet pas en fait de lancer des fonds en fait pour faire ce test-là. Je pense que c'est le frein d'autres personnes également, car c'est vrai que le test est à environ, c'est sur une fourchette, Jean-François. C'est environ 300-400 euros. Oui. On est à peu près entre 300 et 400 euros. Ça va dépendre des praticiens.
Oui. Ça va dépendre si c'est un neuropsy, s'il y a des tests complémentaires, etc. Exactement. Ouais. Oui, puis ça varie aussi d'une région à l'autre. Hein. Oui. Si vous nous écoutez de Paris, effectivement, ça risque d'être un peu plus cher que sur notre région aixoise. Je crois, sans vous dire trop de bêtises, que sur notre région d'Annecy, les tests sont aussi légèrement plus chers que sur Aix-les-Bains. Donc effectivement, en fonction de votre région, les prix peuvent varier, monter jusqu'à 500-600 euros. C'est un budget. Surtout que la neurodiversité, le haut potentiel, il y a une part de génétique très importante. Donc en général, quand on découvre de la neurodiversité et du HPI dans une famille, dans une fratrie, il se peut qu'il y en ait plusieurs. Si vous avez 2 ou 3 tests à faire passer, c'est vrai que tout de suite, ça peut être un gros budget. Après, heureusement, les praticiens sont des gens sympathiques, donc il existe le paiement en plusieurs fois. Moi, honnêtement, je vous conseille, ça vaut le coup, c'est un investissement, mais si vous avez des doutes, si vous posez des questions, voyez-le comme un investissement pour vous, un investissement sur l'avenir. Surtout si vous avez du mal à trouver votre place, parce que le HPI est une première réponse dans la quête d'identité parmi tout un tas de questions. Pour faire une petite pause, Nevermind de Dennis Lloyd. On revient après sur ce sujet du HPI et on parlera d'un sujet brûlant en France actuellement puisqu'on évoquera le haut potentiel émotionnel. Jean-François, je te vois grimacer. Ce HPE qui fait couler presque plus d'encre aujourd'hui que le haut potentiel intellectuel. C'est après la pause, Nevermind de Dennis Lloyd. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Et nous revoilà sur Radio Grand Lac pour parler du HPI, haut potentiel intellectuel. On est en live également sur l'Instagram de Suivez le Zèbre. Et on va maintenant aborder un sujet brûlant, le HPE, haut potentiel émotionnel. Alors pourquoi cette notion lâchée comme ça sur une vidéo YouTube par Françoise Azan dans sa doudoune rose sur le bord d'une autoroute fait autant jaser? Qu'est-ce qui se passe avec ce HPE? Effectivement, une notion donc de Raymond Azan, qui est une psychanalyste, pas psychologue, Jean-François me fait les gros yeux, psychanalyste, qui a sorti donc cette notion du haut potentiel émotionnel pour parler d'une forme d'hypersensibilité. Les réseaux se sont emparés du terme et tout s'est embrasé. Jean-François, est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer le quotient émotionnel d'une personne et à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière ce HPE? J'en sais rien. J'en sais rien parce que je sais pas ce que c'est haut potentiel émotionnel. Je suis très content que tu me dises d'où ça vient. Ouais. Parce que effectivement, on le retrouve partout, on entend parler partout. On a fait nos petites recherches avec Déborah. Bravo, parce que moi je n'ai pas trouvé. J'avoue que ça me gave en fait. On a retrouvé la vidéo. Hein. On a retrouvé la fameuse vidéo de Raymond dans Doudoune Rose. Ce n'est pas une blague. On la partagera d'ailleurs sur nos réseaux sociaux. Et tout est parti de là, de cette comparaison. D'accord. En fait, entre le haut potentiel intellectuel, donc qui est calculé, hein, et comme on l'a dit avant la pause, c'est un test. Ce haut potentiel émotionnel, est-ce que finalement c'est un moyen pour les gens qui se sentent en décalage, qui ont cette hypersensibilité, mais qui n'osent pas peut-être aller passer le test du WAIS, de se cataloguer, de se classer? Comment tu pourrais l'expliquer? Oui, peut-être. Ça peut être ça, ça peut se comprendre. C'est vrai que à nouveau, il y a quelque chose qui est sociétal, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de HPI qui émerge, il y a la reconnaissance on va dire des besoins, les émotions qui sont remises sur le devant de la scène, il y a tout un tas. Je pense qu'il y a un mouvement sociétal qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc des gens qui réprimaient leurs émotions avant, ou qui n'étaient pas en possibilité de les exprimer, ça sort. Donc ça c'est intéressant. Sur ce terme de quotient émotionnel, en fait, un quotient c'est un rapport, mais un rapport à quoi? Je comprends pas bien, c'est-à-dire que il y aura des gens qui seraient, je sais pas, infirmes de l'émotion. Enfin, on va où, quoi? Enfin, ça va nulle part pour moi. Pareil, haut potentiel émotionnel, il y aura un potentiel d'exprimer quelque chose. Déjà HPI, haut potentiel intellectuel, c'est un terme qui est remis en question, enfin sans arrêt. Là aussi, c'est la question de la définition. Moi, je préfère celui proposé par Revolt et Nussbaum, celui du philo-cognitif. Les HP, ce seraient les gens qui aiment penser, qui ont besoin de penser. Je trouve que ça dit beaucoup plus de choses. Donc voilà, la question de la terminologie, elle est vraiment en évolution. Donc, et sur cette idée de
de HPE, Berck. Pour évaluer en tout cas la notion d'émotion, on a utilisé pendant longtemps un petit test qui était celui de Hélène Aron, si je me trompe pas. C'était quelque chose qui était en 20 questions pour voir effectivement identifier, c'est ça, ce rapport à la norme. Aujourd'hui, il y a d'autres outils qui sont en cours d'élaboration. Par exemple, c'est Nicolas Gauvry, à nouveau, lui, qui a fait, je crois qu'il y a 2 ans, il a commencé à proposer un outil sur son blog. Vous pouvez le trouver ou sur le site internet. Enfin, tu pourras mettre, je pense, le lien. Ouais. On le retrouvera. Je te le proposais. Et là, c'est plus intéressant. C'est plus ça. Comment ? Donc, il y a des choses qui arrivent effectivement à nouveau pour évaluer l'écart à la norme. Mais au potentiel émotionnel, le quotient émotionnel, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, cette psychanalyste avec Luttmann-Rose. Alors, est-ce que finalement, derrière ce HPE, et c'est intéressant que tu parles de la société, je pense que quand une notion, elle fait comme ça un boom et que tout le monde se retrouve dedans, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Nous, avec Déborah, on a travaillé énormément sur ce sujet l'année dernière et on s'est rendu compte que derrière ce haut potentiel émotionnel, les profils qu'on retrouvait, Deb, tu seras d'accord, oui. Je pense, c'est beaucoup de personnes qui ont une sensibilité exacerbée. Et forcément, cette sensibilité exacerbée, couplée parfois à effectivement de l'hyperlucidité, C'est ça. ça crée des émotions qui peuvent être démesurées, des fois qu'on a du mal à canaliser. Mais finalement, ça, plutôt qu'un haut potentiel émotionnel, est-ce que ce serait pas simplement de l'hypersensibilité ? Peut-être une hypersensibilité un peu plus accrue que certains hypersensibles, mais en soi... Donc un hypersensible hypersensible. Un hypersensible, oui. Alors, on est où dans l'hyprol ? C'est Saverio Tomasella qui parle de haute sensibilité, oui, c'est très haute sensibilité. Oui, et là, ça rejoint autre chose. C'est qu'en fait, quand on parle de HPI, on parle malgré tout de personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter de l'ensemble des choses. Ça ne dit pas tout, le fameux HPI. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont aussi avoir... comment dire ça ? On va avoir des gens qui vont être borderline, on va avoir des gens qui vont avoir des phobies, tout un tas de choses. Je veux dire, quand on tourne la psychopathologie classique, même sans parler de psychopathologie, on a des gens qui vivent et qui sont pas que définis par ça. Et donc, par exemple, dans le travail qu'on va avoir en psychothérapie, on va voir peut-être qu'est-ce qui, je caricature, mais qu'est-ce qui, dans ta vie, peut t'amener à être en difficulté avec telle ou telle chose. Peut-être que ça peut être ça qui pousse aussi à être plus sensible sur tel ou tel point. Donc moi, j'aurais tendance à essayer de creuser d'abord avant de qualifier, de dire, de mettre dans des cases. C'est quoi cette sensibilité, par exemple, à telle ou telle chose ? Je ne sais pas si je suis clair. Non, Si, voilà. Je pense qu'on comprend très bien. Ouais. Voilà, donc déjà, essayer de dégonfler un petit peu ce petit ballon-là, ou ces gros ballons-là, et là, on est sur un travail assez classique, on va dire. Donc voilà, c'est là qu'il faut faire à nouveau attention sur les emballements, comme ça, se dire, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, moi, je suis... Oui, de toute façon... Je pense que ce qui est intéressant, la quête d'identité, encore une fois, je pense que c'est un chemin vers lequel on devrait tous tendre. Parce que ça nous aide à nous connaître et surtout, ça nous aide à mieux connaître les autres et à trouver le juste équilibre dans nos relations. Donc, moi, je suis vraiment pour cette quête d'identité. Le HPI, moi, dans mon cas, ça a été une clé, en fait, une carte, mais qui m'a aidé à avancer sur d'autres chemins. Et une fois que ce HPI il est identifié, je pense qu'il faut l'intégrer, comme le fait d'avoir les yeux d'une couleur, la peau d'une couleur, les cheveux d'une couleur. En fait, le fonctionnement cérébral, votre cerveau est à l'image, entre guillemets, de votre physique. C'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous des cerveaux différents. Et je pense qu'effectivement, se catégoriser que par un seul prisme est très réducteur pour l'être humain. Moi, dans le cadre du HPE, ce que je pourrais vous recommander, c'est que si vous vous retrouvez dans ces émotions débordantes et que ça devient un handicap au quotidien, alors trouvez, poussez, osez aller voir, vous faire aider, pousser la porte d'un professionnel pour voir peut-être ce qui se cache effectivement derrière ce débordement d'émotions et trouver des solutions pour se sentir mieux au quotidien. On l'a dit en début d'émission, on associe parfois le HPI à des troubles, à un mal-être, à de la solitude, à un décalage. Le décalage, il peut être positif. Candice, il peut être positif ce décalage, non ? Il peut être positif. Il m'a fallu un petit moment pour le comprendre aussi, parce que tant qu'on n'est pas conscient de son haut potentiel, je pense que c'est difficile de comprendre son décalage et donc de le vivre différemment. Aujourd'hui, j'ai mis en place plein de choses, j'ai trouvé des clés qui font que mon haut potentiel, il me permet aussi d'avoir une écoute très active auprès de mes clientes. Donc dans l'univers professionnel, voilà, c'est devenu un avantage. C'est devenu un vrai avantage, je pense en tout cas, et j'espère
que ça me sert aussi dans mon univers professionnel pour accompagner au mieux mes clients, d'être à leur écoute, de pouvoir répondre à toutes leurs questions, aller chercher plus loin que la réponse facile finalement et me donner à 2000% sur mes questions existentielles, mais aussi pour mes clients. Donc il y a une notion d'investissement qui est très fort. Ouais. Ok, donc je te vois sourire. Voilà, ça fait plaisir. Le haut potentiel papote autour de la neurodiversité. On est une émission pour parler de sujets complexes sans complexe. On peut être une personne à haut potentiel et trouver sa place et avoir un métier qui nous plaît, être épanoui professionnellement, mais être épanoui aussi personnellement. Et c'est tout à fait possible. Jean-François. Mais oui, bien sûr, bien sûr. À nouveau, c'est... Enfin, comment dire, la plupart des HP vont bien. Ce sont des gens qui ont, plus de possibilités de ressources pour être bien. Il y a une fameuse étude qui a été menée, là aussi je ne sais pas dit, c'était l'étude de Terman, qui a été menée sur une très longue durée. Donc ils ont pris les gens qui avaient été identifiés par le fameux test de QI, je crois tout jeunes, à 10 ans de mémoire, et ils les ont suivis sur l'ensemble de leur vie, donc sur 40 ou 50 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, ce sont des gens qui sont souvent en meilleure santé, qui sont souvent plus heureux, parce qu'en fait, il y a cette capacité de résilience face aux événements. Il y a cette capacité de basculer, de trouver d'autres personnes, de demander. Enfin, voilà, c'est statistique, c'est global. Bien sûr, il y a des gens qui vont pouvoir dire individuellement, moi, c'était pas le cas, oui. Mais globalement, sur l'étude de Terman, on voit ça. Les gens vont globalement mieux parce qu'ils ont la capacité aussi de voir à quel moment il faut y aller ou il faut pas y aller. C'est tout un tas de choses comme ça. Ils vivent plus longtemps. Voilà. Donc oui, évidemment, c'est d'abord. Mais c'est pas. Je reviens là-dessus, ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est pas forcément des génies ou je ne sais quoi. C'est pas ça du tout. C'est des gens qui ont, comme une voiture qui aura un moteur un peu plus gonflé. C'est pratique. Il y a pas besoin de sans arrêt taper dans le moteur pour accélérer. Il y a plus de chevaux, on va dire, sous le plancher, quoi. Quand on appuie sur la pédale, ça envoie. Et ça envoie du lourd. Ouais. Mais ça peut aussi ronronner tranquillement. Donc il y a parfois des alternances. Et puis je pense aussi qu'il faut pas se mettre la pression. On peut être HPI et avoir une vie entre guillemets de monsieur tout le monde, se lever le matin, sortir son chien, aller au travail. On peut être HPI, être salarié, entrepreneur, être slasher. En fait, il n'y a pas de personne type du HPI. Tout à fait, vraiment. Non, c'est ce que tu dis. Et la plupart des HPI sont des gens normaux, comme tu dis, mais qui peuvent sous-évaluer leur potentiel, un peu comme ce que tu disais, c'est ça. Et puis qu'à un moment se rendre compte qu'en fait, oui, il y a le cerveau qui tourne bien. Et c'est l'intérêt du test aussi, c'est de remettre un petit peu en perspective les choses. C'est pour ça que c'est bien de le faire pas trop vieux. Qu'est-ce qu'on entend par pas trop vieux? Non, je sais pas attention, il y a beaucoup de personnes autour de cette table qui l'ont passé à des âges divers et variés. Jean-François, qu'est-ce qu'un passage de test pas trop vieux? Non, je m'engage pas là-dessus. Refus de question. Non, mais sérieusement, c'est vrai que s'il y a un questionnement, s'il y a un doute, s'il y a une question autour de l'identité, ce que tu évoquais, c'est bien de faire passer le test parce que ça permet de mettre des mots sur les choses, d'articuler, et ça vit des fois des souffrances parce que ce fameux décalage, par exemple, ça peut être une source de grande souffrance, impression d'être différent, donc ça fait des suradaptations, ça fait qu'est-ce que j'ai, enfin là, c'est bien de poser des mots sur ça. Je vais encore te balancer une patate chaude du coup pendant qu'on y est. Mon Dieu. Est-ce que dans ton discours, j'entends que plus on est détecté jeune et plus, entre guillemets, ce sera facile d'appréhender ce HPI, de grandir avec, que ce soit intégré, en tout cas que ça crée moins de décalage, comme a pu le vivre Candice à l'âge adulte, par exemple? Alors, je vais répondre à nouveau de manière un peu complexe. Oui et non. Il n'y a pas besoin de faire forcément un test. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont HP, qui vont très très bien, et il n'y a pas besoin de faire de test, il n'y a pas d'obligation. Et peut-être que même ils le découvriront jamais. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont HPI, mais ils ne le sont jamais parce qu'ils n'ont jamais rencontré de difficultés ou de remise en question assez forte pour passer la porte d'un psychologue. Oui, ça peut être ça. Ils peuvent aussi avoir eu des lectures ou des échanges qui leur permettent de dire oui, effectivement, je me reconnais là-dedans, puis basta. Par contre, ça peut être vraiment important de le faire quand il y a des questionnements, et ça renvoie à la question de l'objectif. Et ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Léonie. Prends son exemple, il y a eu besoin à un moment de savoir. C'est-à-dire, ça peut être pour l'école, ça peut être tout un tas de raisons. Donc là, c'est important de le faire. Et donc c'est ça, le test, il y a toujours, on a un objectif, on pose une hypothèse, que ce soit pour le test HP ou autre, mais on va poser une hypothèse, on va essayer de répondre à la question. Ça, c'est très important. Donc, on ne fait pas un test comme ça pour faire un test. Alors, il y a des pays, dans les pays, du nord de l'Europe, je crois que c'est en Suède, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a un dépistage quasi systématique, c'est-à-dire qu'on va évaluer la plupart des gens, justement pour avoir une idée.
Je suis pas sûr que ce soit mérité, j'en sais rien. Mais voilà, moi je suis plutôt partisan de s'il y a pas besoin, on le fait pas. S'il y a un questionnement, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que s'il y a un questionnement que la personne le sait, ma foi, elle va pas s'engager sur sur des elle va mieux se connaître. Donc du coup, elle va être plus en adéquation avec elle-même. Son identité sera plus au clair. Ça marche. Léonie, t'avais ce désir? Tu ressentais le besoin de passer ce test du WIS? C'est toi qui a voulu passer ce test, qui a voulu savoir? Alors, la première fois, j'avais 3 ans, donc j'étais pas très autonome. Et la deuxième fois, premièrement, je pense que c'était pour continuer. Enfin, pas pour sauter une classe, mais un peu comme ça, quoi. Pour savoir où t'en étais? Oui, voilà. Pour te situer par rapport aux autres? Pas vraiment pour ça, mais vous demanderez à papa pour ces précisions. On retourne encore la patate chaude à papa. Un petit peu. Alors, Léonie, elle avait un petit peu plus que 3 ans. Elle avait 5 ans, je crois, de mémoire quand on a fait le premier. C'était la WIPSI. En fait, on avait des doutes et effectivement, étant moi psychologue, pour m'entraîner aussi, je me fais passer la WIPSI sans aucune velléité de quoi que ce soit. C'était vraiment pour voir. C'est vrai que ça nous questionnait bien son fonctionnement. Donc, ça nous a permis de mettre un petit peu, de mettre franchement des mots. Et donc, il y a 6 mois, en fait, on a eu besoin, on va dire pour l'école, d'avoir un nouveau test. Évidemment, étant moi le papa de Léonie, je ne pouvais pas le refaire passer pour que ce soit, officiel. Je pourrais être suspecté, c'est bien compréhensible d'avoir des biais. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a demandé à un ami à moi qui est psychologue également, mais voilà, de superviser en gros la passation du test. Et c'est vrai qu'il est venu un jour à la maison et dans pour le être tranquille, on allait dans le camping-car, voilà, qui est une pièce super isolée, qui était pas mal du tout. Et ça renvoie à autre chose qui est très important. Et je pense que Léonie, elle l'a bien exprimé, c'est la confiance dans laquelle l'enfant ou la personne doit être. Et ça, que ce soit camping-car ou n'importe où, je veux dire, moi par exemple, je vois toujours les enfants avant, ils voient à quel endroit ça va se passer, sur la table, quelle position on va avoir, la fenêtre, etc. Et ça permet d'apaiser les craintes éventuelles. Parce que autant on peut pas aller au-delà de ses capacités au niveau de son chiffre, de QI, autant on peut vraiment très en dessous. Et moi, j'ai malheureusement beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils sont passés à un test, ça peut être à l'école, malheureusement, ça peut être aussi avec un professionnel, et en fait, ils n'étaient pas dans les bonnes conditions. Quand on n'est pas dans les bonnes conditions, là, on risque effectivement d'avoir des résultats en dessous. Du coup, ça donne pas la bonne réponse. Et du coup, ça foire tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vrai que ça, je pense que c'est très important de le souligner. Ce passage du test du WIS, il est stressant, déjà de base. Même si on essaie d'y aller pour se rassurer, pour son identité, c'est un moment qui va être stressant. Et j'irai même au-delà, Jean-François, de ce que tu proposes, puisque déjà la confiance en le professionnel avec qui vous allez partager ce moment est important, l'environnement dans lequel vous le passez est important, et vous surtout. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est passez-les à une période de votre vie dans laquelle vous êtes plutôt bien. Parce que si vous êtes dans une phase de down, donc dans un moment pas top, effectivement, ça peut aussi biaiser votre test. Donc si vous vous posez des questions sur la HPI à un moment de votre vie où vous vous sentez pas très bien, allez peut-être faire 2-3 séances pour régler ces problématiques et venir passer le WIS ou le WISC pour vos ados à un moment où vous êtes prêts, j'ai envie de dire, au max de vos capacités. Si on refait l'analogie avec le moteur, il faut que ça puisse ronfler à mort et pas ronronner. Candice, est-ce que tu aurais aimé passer le test un peu plus tôt? Est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé de le passer plus jeune ou pas de regret? Je pense effectivement que ça aurait pu m'aider, notamment sur mon adolescence, de comprendre mon fonctionnement, parce que, on l'a dit, hyperlucidité, accompagnée d'hypersensibilité chez moi, en l'occurrence, et du coup, j'avais des réactions démesurées. En plus des réactions démesurées de base des ados. Donc une mauvaise maîtrise de toutes ces émotions, de toute cette intensité. Voilà, donc de comprendre comment on fonctionne et avoir pu mettre en place certaines clés que je découvre du coup à quasiment 25 ans. Je me dis finalement, est-ce que en mettant ces clés en place un petit peu plus tôt dans ma vie, j'aurais pu vivre mon adolescence différemment. Après, pas de regret non plus, puisque j'ai été accompagnée au mieux avec ma famille, avec les clés qu'ils avaient aussi. Ma maman m'en a parlé, j'avais 14-15 ans, elle parlait beaucoup d'hypersensibilité, etc. J'ai toujours fermé la porte à ce sujet-là aussi. Donc peut-être pas prête à ce moment-là. Voilà, j'étais pas prête finalement à découvrir tout ça. Et c'est arrivé au moment où moi j'étais prête et où j'ai eu besoin de ces réponses. Donc je parlerai pas de regret,
Mais effectivement, j'ai pas eu une adolescence forcément facile à vivre. Merci. Et facile à vivre pour les autres. Je pense que déjà, effectivement, l'adolescence de base est une période assez complexe pour de nombreux parents, mais avec l'intensité d'une personne à haut potentiel, ça passe ou ça casse. D'ailleurs, Déborah, c'est la bibliothèque des chaussettes et on enchaîne avec des recommandations de livres. Deb, qu'est-ce que tu as choisi pour aider les parents, les enfants, les ados, les adultes qui s'intéressent au haut potentiel, qui veulent en savoir plus, qui veulent découvrir des outils pour gérer cette particularité? Alors, pour découvrir le HPI, on a donc Psychologie du haut potentiel, donc écrit par Nicolas Gauvry et Nathalie Claubert. C'est la Bible un petit peu des professionnels. C'est un livre qui est très intéressant, mais vraiment scientifique. Ensuite, on va avoir une version plus facile à lire donc pour le grand public. Ça va être la BD donc de Gauvry qui s'appelle donc Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science. Il se tient loin des clichés, ce qui est très agréable. Par contre, il est donc très orienté psychologue, clinicien, statistique. Pour avoir quelque chose d'un peu plus pédagogique et illustré, on va retrouver Rayures et ratures, écrit par Chloé Romangas, qui est très intéressant pour découvrir donc le haut potentiel intellectuel dès le début. Ça, c'est un de mes préfs. Effectivement, Chloé est spécialiste également du haut potentiel intellectuel. Ce qui est intéressant dans le livre de Chloé, Rayures et ratures, c'est qu'elle n'est pas psychologue et elle parle du point de vue, en fait, d'elle, comment elle a vécu ça, mais d'une manière très pédagogique, illustrée. C'est accessible à tous. On peut le lire en famille. Vraiment un super livre, Rayures et ratures. Il est très agréable à lire, en effet. Il y a un blog, si je ne m'abuse. Et Chloé a effectivement un blog, ça fait partie de nos collègues préférés sur le haut potentiel intellectuel à consommer sans modération. Pour ce qui touche aux enfants, on a le livre donc c'est quoi Je suis un zèbre et alors de Catherine Viès-Dufaux. Il est très intéressant car donc pour les enfants il est très accessible et pour les parents pour donc mieux comprendre ce que traverse leur enfant. Et on a donc également ton livre Jean-François qui vient de sortir de chez Debook qui s'appelle 50 fiches pour aider son enfant HPI ou hypersensible à vivre son potentiel. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ah oui, avec plaisir. C'est grâce à Mélanie en fait que j'ai pu écrire ce livre, donc je la remercie de nouveau ici, sincèrement. En fait j'ai été contacté par un éditeur qui m'a dit on aimerait faire quelque chose là-dessus dans la collection 50 fiches et étant psychologue clinicien à nouveau et non pas neuropsy et ne me considérant pas comme spécialiste de quoi que ce soit, par contre moi je suis clinicien, c'est-à-dire que mon travail c'est d'aider les gens à partir de ce qu'on observe. Je leur dis ok, ça peut être intéressant, du coup ce que je vous propose c'est de partir de vignettes cliniques. Et j'ai imaginé en fait la vie d'une petite fille sur une journée que j'ai appelée Jeanne, j'aime beaucoup ce prénom. Donc c'est l'histoire de cette petite qui va au collège le matin, qui part, c'est la boule au ventre le matin, et qui va être confrontée à tout un tas de situations. Et dans ces situations, ces problématiques vont être un petit peu détricotées. Donc quel problème ? Et après, que faire ? Donc, ça peut être des fois un peu simplifié, mais ça permet d'avoir un regard en fait sur différentes situations que les parents vont rencontrer, parce que c'est quand même un livre plutôt pour les parents, même si les enfants peuvent le lire. Voilà. Et petite anecdote, les dessins ont été faits par Léonie. Donc, génial, ouais. Bravo Léonie, super. Et puis c'est un livre qu'on a écrit, bien évidemment, j'ai été inspiré notamment par elle. Oui, toutes les vignettes que j'ai pu écrire sont des vignettes réalistes. C'est-à-dire que c'est vraiment des enfants qui m'ont raconté ça, ou alors que j'ai vécu en direct. Voilà. En tant que papa, du coup. Ça, pour certaines. Et donc voilà, c'est sorti chez Debook, effectivement. Et merci Jean-François, hâte de le découvrir. Alors donc pour la suite, on a parlé pendant toute l'émission de la sensibilité, du haut potentiel. Donc on vous recommande Femmes à haut potentiel intellectuel et sensible de Fanny Marais qui est super intéressant avec des mix de témoignages. On va retrouver des conseils, etc. C'est un très très bon livre pour le côté donc intellectuel et sensible. Fanny Marais aussi qui fait un travail excellent sur l'hypersensibilité et le haut potentiel et qui s'est spécialisée dans les femmes qu'on embrasse aussi. Fanny Marais, Femmes à haut potentiel. Alors, si vous souhaitez donc des témoignages, des astuces concrètes pour comprendre et pour bien vivre son HPI au quotidien, on vous conseille Éloge de l'inconditionnel d'Alizé Lim. C'est un témoignage HPI et hypersensible qui explique comment le HPI peut influencer les performances dans un sport qui est aussi exigeant que le tennis dans son cas. C'est un témoignage qui est sincère et inspirant et qu'on vous recommande vivement. Personnellement, moi j'ai adoré ce livre d'Alizé Lim, c'est vraiment un coup de cœur sur son témoignage et puis une très belle personne. C'est vrai que le tennis à haut niveau, c'est un sujet qui nous semble inaccessible et elle en parle vraiment à cœur ouvert, vraiment exceptionnel comme témoignage. Très accessible. Donc, on vous le recommande.
Et enfin, il y a donc les 2 livres de Mel, ma co-présentatrice. Le premier, donc Suivez le zèbre. On adore donc les petits exercices de développement personnel qui se trouvent à la fin et qui nous aident à mieux vivre notre haut potentiel au quotidien. Et ensuite, on a également HPI, Une vie haute en couleurs, donc la BD de Mel Poina qui est sortie l'hiver dernier, qui se passe donc à Annecy. Mel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors Suivez le zèbre, c'est le livre éponyme du blog. Vous retrouverez en fait ce qui est intéressant dans ce livre que je n'avais trouvé nulle part ailleurs. C'est vraiment ces exercices de développement personnel pour vous aider à trouver votre place au quotidien. C'est vraiment ce qui a fait le succès du blog et le succès de ce livre. Et Une vie autant en couleurs, si vous êtes d'Aix-les-Bains ou d'Annecy, il faut vous le procurer uniquement pour les dessins magnifiques de Nathalie Priou, qui était ma collaboratrice, mon amie sur ce livre. Vraiment, les dessins sont exceptionnels. C'est incroyable, le lac, la montagne, le Revard, le Semnoz, le lac d'Annecy, tout y est, vraiment une BD graphique exceptionnelle. Et puis, c'est une manière d'aborder le haut potentiel en témoignage de manière assez ludique. C'est pas l'équivalent de la BD de Nicolas Gauvry, qui pour le coup est très orienté sur les statistiques anti-clichés. Avec HPI, Une vie autant en couleurs, Zoé vous emmène dans les montagnes du Semnoz et vous découvrirez un petit peu son quotidien, tout comme Jeanne dans le livre de Jean-François. Merci beaucoup Deb pour cette petite revue, la bibliothèque des chaussettes. Et on est de retour avec les chaussettes dépareillées, papote autour de la neurodiversité avec ce soir ce thème du haut potentiel intellectuel. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux autour du lac du Bourget et sur Aix-les-Bains à nous écouter. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Sandra, je t'annonce déjà que ça sent le retard. Mais bon, c'est une seconde nature chez moi, donc vous allez vite vous y habituer. Pour terminer cette émission, j'ai envie qu'on parle du haut potentiel intellectuel de manière positive, loin des clichés. Parce que oui, on peut être HPI et heureux, trouver sa place et réussir des choses ordinaires et parfois extraordinaire, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce fonctionnement, de ce haut potentiel intellectuel. Léonie, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire, toi, dans ta vie, grâce ou pas, on ne saura jamais, à ces chevaux sous le capot, à ce haut potentiel intellectuel? Pas mal de choses. On t'écoute. Alors déjà, j'apprends l'anglais. D'accord, t'as appris toute seule ou J'ai horreur des manuels d'anglais, honnêtement. Alors comment tu fais? Maman et papa, ils m'aident. Ok, en parlant avec eux en anglais, est-ce que tu regardes, je sais pas, des choses sur YouTube? Est-ce que tu lis? Comment tu fais pour assimiler, apprendre cet anglais? Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, le réchauffement climatique, la plupart des personnes qui s'en occupent vraiment, ça vient de partout, donc elles parlent anglais, comme Greta Thunberg. Donc c'est aussi par ta passion de l'écologie, ce militantisme qui t'a fait du coup aller vers l'anglais plus que vers le goût de la langue ou de cette matière? J'aime bien aussi l'anglais tout court, mais ouais, en partie. D'accord. Et depuis que je connais Greta Thunberg, j'aime pas mal de suédois, du coup je sais déjà dire bonjour, au revoir, comment je m'appelle, est-ce que ça va? Ok, donc on se met au suédois, donc anglais, suédois, et tu nous caches des choses, d'autres langues peut-être? Latin et grec. Tu parles le latin et le grec? Non, je parle pas. Disons que le latin c'est déjà très 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 lucide. D'accord. On peut comprendre juste en lisant un texte normalement. Ok, alors normalement je suis pas sûre, hein. Là on se regarde tous en plateau, ah oui, bon écoute, on essaiera tous ce soir et puis je t'enverrai un petit texto pour te dire si on est arrivé. Donc tu lis et t'écris le latin, le grec? Alors le grec c'est super compliqué parce qu'il y a un autre alphabet, mais je maîtrise déjà à peu près 16 lettres sur 24. Bien, écoute, à la prochaine émission on espère que tu seras à 24. D'autres choses, Léonie? Préciser, juste, ça c'est en 2 heures quoi. Ah oui, d'accord, si tu nous dis pas tout. Donc en 2 heures, on maîtrise 16 lettres sur 24 dans l'alphabet grec. C'est pas si compliqué que ça. On écrit, on lit le latin, on se met au suédois, on gère l'anglais, on a 11 ans. Ok, d'accord. Juste, j'ai une petite anecdote sur le latin. Eh bien, on t'écoute. Les Romains, ils avaient que une douzaine de prénoms à peu près. Alors, ils avaient un prénom, Titus par exemple, un nom de famille, Anti, pour les hommes, je parle pour les hommes là, et un surnom. Ok. Par exemple, Titus Anti-Mercator, ça veut dire Titus Anti, et le marchand, ça veut dire qu'il est marchand. D'accord. Et est-ce que du coup leur surnom était lié à leur profession ou tu nous as sorti le marchand par hasard? Ok. La plupart du temps, par exemple, Parvis, ça veut dire petit. D'accord. Et pour les femmes, ça reprenait le prénom de leur père. D'accord. Alors c'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs toujours dans certaines nationalités. Par exemple en Espagne, il faut savoir que les filles gardent jusqu'à leur mariage le prénom de leur père.
elles ont leur père et leur mère, pardon, et quand elles se marient, elles gardent que le nom de famille du père. Donc c'est resté dans certaines cultures européennes. Merci Léonie pour cette anecdote. Et en plus, on apprend des choses dans cette émission, les chaussettes dépareillées. Il nous reste quelques minutes, Candice. Alors toi, ton haut potentiel intellectuel, est-ce que tu parles latin, grec, chinois Non, moi j'ai horreur des langues étrangères. J'ai appris l'anglais parce que je travaillais dans le tourisme et donc je n'ai pas eu trop le choix. Mais c'est pas une passion, quoi, les langues. Mais c'est pas ma passion. Non. Okay. Par contre, j'ai une autre passion, c'est que depuis toute petite, je casse les oreilles à toute ma famille en chantant. Et depuis que j'ai découvert mon haut potentiel, en fait, j'ai osé m'exprimer à travers le chant et j'ai pris des cours de chant, du coup. Et aujourd'hui, je chante alors dans beaucoup de karaokés sur le bassin chambérien, du coup, mais aussi dans une chorale et on va chanter dans les établissements médico-sociaux. Donc, je voulais leur faire un petit coucou d'ailleurs au passage parce que moi, ça m'apporte énormément dans le partage et finalement, on apporte la musique là où il y en a besoin auprès de personnes qui n'ont pas des conditions de vie qui sont optimum. Donc que ce soit en EHPAD ou dans des centres pour personnes polyhandicapées ou handicapées mentales. Génial, Candice, bravo et on les salue. Donc toi, on va dire que le haut potentiel chez toi, il s'exprime par le fait aujourd'hui d'avoir osé en fait vivre ta passion. Oui, et puis oser parler finalement de ce que je ressentais et de pouvoir continuer à suivre ces quêtes ou de sens qui m'animent. Donc je suis un petit peu moins animée que Léonie par le réchauffement climatique. Par contre, je suis très animée par les personnes pour le combat contre les personnes isolées, contre l'isolement. Donc ça me touchait d'intégrer cette chorale qui va à la rencontre des gens directement. Une caractéristique effectivement qu'on retrouve chez ces personnes à haut potentiel, la passion, le besoin d'aller jusqu'au bout, ces capacités d'apprentissage, ces facilités aussi dans l'apprentissage. On vient de le voir avec Léonie et je pense que dans cette recherche ce soir d'identifier un petit peu ces personnes à haut potentiel, de comprendre comment on peut les identifier. Donc si vous vous posez des questions, si on résume avant de quitter l'antenne et de remercier chaleureusement Sandra et JP, un haut potentiel, donc c'est quoi ? C'est une personne qui a cette hyper lucidité, qui a ses capacités d'apprentissage, qui a des facilités par rapport à un groupe donné qui aurait potentiellement le même âge. Jean-François, arrête-moi si je dis des bêtises, le milieu social n'a rien à voir avec le haut potentiel intellectuel, on est d'accord. Le haut potentiel, c'est génétique, il y a une part d'hérédité, il y a une part d'environnement. Oui. Alors, oui, l'intelligence est héréditaire. Donc, on sait que c'est génétique. Ça, c'est une chose. Donc, le haut potentiel aussi. Et ce qui est vrai, par contre, ce qu'on voit, c'est que l'environnement va favoriser l'éclosion. Donc, comme Candice le disait, si elle a été poussée à un moment, elle a été soutenue dans ses difficultés, ça aide effectivement à faire résilience éventuellement. Voilà. Une enfant comme Léonie, voilà, si on lui propose rien, va avoir faim, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on lui donne à manger, cette curiosité. Donc, il y a cette curiosité chez ces personnes à haut potentiel, exactement. Enfants, ados, adultes. Et plus on va le nourrir, plus ça va faire, je sais pas, comme un bouquet de fleurs qui va émerger comme ça et ça fait des choses magnifiques. Quelle est belle cette métaphore. Tu voulais une note positive. Je veux du positif parce que je veux montrer aux gens que être une personne à haut potentiel, déjà, on n'est pas que ça, mais que ça a quand même des avantages non négligeables. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on est plus résilient, qu'on vit plus longtemps, qu'on a cette hyper lucidité, qu'on est capable de faire des liens, cette pensée out of the box, cette passion des choses où on a envie d'aller au bout et puis parfois de réaliser de grandes choses tout en vivant des choses très simples. Merci à tous. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. C'était Deb et Mel sur les chaussettes dépareillées. Merci Déborah. Merci beaucoup pour cette première et très belle chronique. Merci d'être là avec moi. Ça me fait très plaisir et ça me touche. Jean-François, merci beaucoup pour ton savoir. On peut te retrouver à Aix-les-Bains. Jean-François, donc psychologue clinicien spécialisé dans le haut potentiel intellectuel, et pas que, mais quand même, et dans le MDR. Léonie qui était là avec nous, merci beaucoup d'avoir échangé. Et Candice que vous pouvez retrouver lors d'un projet immobilier puisqu'elle est mandataire pour IAD sur le bassin aixois et essentiellement chambérien. Essentiellement du côté de Chambéry, oui. Mais j'ai plein de super collègues du côté d'Aix-les-Bains. Parfait, le collectif, la force du collectif, l'intelligence collective. Aimez-vous les uns les autres, surtout l'amour, il n'y a que ça de vrai. Merci Sandra.
Merci JP, merci beaucoup à l'équipe de TF1 qui était avec nous, qu'on applaudit, merci beaucoup. Merci à Julia sur la partie réalisation, production de l'émission pour Suivez le Zèbre. Merci à tous, on se retrouve dans 2 semaines et dans 2 semaines, un nouveau sujet sur la neurodiversité puisqu'on parlera ensemble du TDA, du trouble du déficit de l'attention. Et là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Merci à tous de nous avoir écoutés et suivis. Et vous pourrez retrouver le podcast Les Chaussettes Dépareillées sur la chaîne YouTube de Suivez le Zèbre dès demain. Merci à tous. Une très bonne soirée sur Radio Grand Lac, Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget. Votre radio préférée. Merci à tous. Votre radio.